Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire, à ce nouveau cours de l'AMP2C, l'Académie marocaine pratique des cardiopathies congénitales. Ce cours est dédié à une maladie qui est très intéressante, qui est la maladie de Kawasaki. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi trois experts en la matière. Le docteur Nadine Schwetter de New York et qui est experte en Kawasaki. Le docteur Najib Dahdah aussi qui nous fait le plaisir d'être parmi nous de Montréal. Il est aussi expert en la maladie et mon ami, le professeur Kenza Bouayed, que vous connaissez tous et qui est professeur de pédiatrie. Elle est aussi professeure de rhumatologie, de médecine interne pédiatrique. Elle est chef de service de pédiatrie à Casablanca. Bonsoir tout le monde. Bon, Et bienvenue. Donc, avant de commencer, je voudrais juste aviser les auditeurs parmi nous qui peuvent poser leurs questions au fur et à mesure sur le chat ou bien sur la question-réponse. Et nous, on fera notre possible de répondre à toutes les questions. Alors, on s'est mis d'accord que notre amie Nadine va présenter le cours dans un premier temps. On va passer aussi à la présentation de Najib Dahdah, qui va nous parler de quelques cas cliniques, de quelques vignettes, pour mettre un petit peu en pratique et en exergue tout ce qu'on va apprendre de Nadine. Et bien entendu, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, encore une fois, un grand merci. Merci à Younes de SB Consulting et qui veille à la réalisation de ces webinaires. Et donc, sans trop tarder, je vais demander à mon ami Nadine Schwetter. Nadine Schwetter est professeure de cardiologie pédiatrique. Elle est directeur de l'IRM cardiaque et aussi elle est directrice d'un programme de Kawasaki à l'hôpital Mount Sinai à New York. Elle est experte en la matière, c'est une sommité. Encore une fois, un grand merci, Nadine, d'être parmi nous. Et sans trop tarder, je te donne la parole pour nous faire ce cours sur la maladie de Kawasaki. À toi la parole. bonjour à toutes et à tous. J'espère bien que vous pouvez m'entendre. Je vous remercie chaleureusement pour l'invitation et pour votre présence aujourd'hui. Je suis très honorée d'être parmi vous au Maroc, même virtuellement, dans le cadre de cette collaboration de Kawarabi. Alors, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le diagnostic et les atteintes cardiaques de la maladie de Kawasaki avec un accent très pratique sur le rôle central de l'écho, la stratification du risque et la prise en charge à court et à long terme. Je baserai mon cours sur la statement de l'American Heart Association de 2024 sur le diagnostic et la prise en charge de cette maladie. Comme vous le saviez, c'est une vascularite aiguë atteignant les artères de moyen calibre, en particulier les artères coronaires. C'est la première cause de cardiopathie acquise chez l'enfant dans les pays développés comme les États-Unis, le Canada et l'Europe. Elle touche principalement les enfants âgés de 5 ans ou moins et le risque coronaire est majeur chez le nourrisson âgé de 6 mois ou moins. L'incidence de cette maladie est 20 à 30 fois plus au Japon, où la maladie était découverte, qu'en Europe ou les États-Unis. Mais comme vous pouvez le constater sur ce graphique, il n'y a aucune incidence qui s'est rapportée pour les pays arabes. Une lacune que nous espérons voir comblée grâce au consortium Kawarabi. C'est précisément dans ce contexte qu'est née l'initiative Kawasaki Disease Arab Initiative ou Kawarabi en 2021, avec pour vision d'améliorer le diagnostic, la prise en charge et le pronostic des enfants et des adultes atteints de cette maladie. Elle constitue un pôle de recherche, de plaidoyer et de formation regroupant 24 centres repartis dans 14 pays arabes, pardon, y compris le Maroc. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit ce cours.
Il n'existe aucun test biologique, radiologique ou signe clinique pathognomonique de la maladie de Kawasaki. Le diagnostic repose toujours sur la clinique. Une fièvre persistante depuis au moins 4 jours, associée à 4 des 5 critères classiques après l'exclusion d'autres diagnostics. Mais la présence d'une infection concomitante n'exclut pas automatiquement le diagnostic de cette maladie. Ces critères sont bien connus, mais dans la vraie vie clinique, ils ne sont pas toujours présents simultanément. On commence par une conjonctivite bilatérale, non purulente, avec respect du lymphe, une atteinte des muqueuses. Les lèvres ne sont pas seulement sèches, elles sont rouges, inflammatoires et fissurées, et une langue framboisée. Une exanthème polymorphe, c'est une éruption qui peut prendre plusieurs aspects, maculopapuleuse, urticarienne, scarlatiniforme et parfois érythémateuse diffuse, mais jamais vésculeuse ni croûteuse. Et une atteinte des extrémités, on observe un œdème et un érythème des mains et des pieds suivi d'une desquamation périangale autour de l'ongle. Et une adénopathie cervicale, généralement unilatérale, de taille supérieure ou égale à 1,5 cm. Bien qu'il n'existe pas de test spécifique pour cette maladie, les données montrent un syndrome inflammatoire marqué avec un CRP et un VS bien élevé, une leucocytose à prédominance neutrophile, une thrombocytose c'est durant la deuxième semaine de la maladie, une anémie inflammatoire, une hypoalbuminémie, hyponatrémie et une augmentation des transaminases avec ou sans une élévation de la gamma-GT et une élévation des globules rouges dans le liquide synovial et une stérile pyurie. Tous les patients ne présentent pas la forme classique de la maladie, d'où l'importance de reconnaître les formes incomplètes. Et selon l'algorithme de l'American Heart Association pour les formes incomplètes, on doit évoquer la maladie chez les enfants qui présentent de 4 jours ou plus de fièvre et avec 2 ou 3 critères cliniques compatibles, ou chez les nourrissons qui présentent une fièvre prolongée de plus que 7 jours et qui est inexpliquée. En présence d'une élévation de la CRP et de la VS, il convient de rechercher au moins 3 anomalies biologiques associées et je vous montre ces anomalies. Si celles-ci sont présentes, le traitement doit être initié, le traitement de la maladie de Kawasaki. En l'absence des 3 anomalies biologiques, une écho doit être réalisée. Et le diagnostic est alors retenu si l'écho met en évidence soit un anévrisme coronaire de la coronaire droite ou de l'IVA avec un Z-score plus que 2,5 ou au moins 3 des éléments suivants. Une dysfonction ventriculaire gauche, une insuffisance mitrale, un épanchement péricardique ou une dilatation coronaire légère définie par un Z-score ou un Z-score plus qu'au égal à 2. Point d'importance à retenir et nous reviendrons plus en détail lors de la section consacrée aux Z-scores. La forme incomplète doit être, il y a des formes atypiques qui doivent être activement évoquées en présence d'une fièvre prolongée ou inexpliquée associée à une méningite aseptique inexpliquée, un choc inexpliqué ou à culture négative, une adénopathie cervicale ne répondant pas aux antibiotiques ou un phlegmon rétropharyngé ou parapharyngé réfractaire aux antibiotiques. Ces patients sont paradoxalement ceux qui présentent le risque le plus élevé des atteintes cardiaques. Enfin, il y a une forme rare qui s'appelle le Kawasaki ou le syndrome de Kawasaki. C'est une forme rare mais sévère qui présente avec une hypotension, une résistance au IgIV ou au traitement, une inflammation majeure et un mécanisme mixte avec un choc distributif
ou cardiogénique ou les deux. Le traitement de base repose sur les immunoglobulines à 2 grammes par kilo par voie intraveineuse dans les 10 premiers jours de fièvre et l'aspirine d'abord à dose inflammatoire modérée, puis à dose faible jusqu'à l'absence d'atteinte coronaire ou au moins jusqu'à 4 à 6 semaines. Mais pourquoi ce traitement est-il si crucial? L'évolution, l'anatomie de risque ou l'inflammation euh, commence par une inflammation aiguë avec une atteinte parétale des coronaires, puis une dilatation qui peut progresser vers un anévrisme. Et ce processus entraîne une destruction progressive de la média et de l'intima, puis ensuite un phénomène actif de remodelage qui va entraîner une fibrose et des conséquences tardives telles que le sténose, la thrombose et l'ischémie myocardique. Le traitement précoce durant les premiers 10 jours de fièvre reste notre meilleur moyen de prévenir cette cascade. Sans traitement, 25% des patients développent des anomalies coronaires. Ce taux tombe à moins de 4% chez ceux traités précocement par l'immunoglobuline intraveineuse. Environ 10 à 20% des patients sont résistants au IgIV. Le risque de développer des anévrismes est environ 6 à 7 fois plus élevé dans ce groupe. Et la définition de résistance est une persistance de la fièvre 36 heures après que l'IgIV est terminé. Plusieurs scores ont été développés pour identifier ces patients qui peuvent bénéficier d'une intensification thérapeutique qui correspond à l'ajout d'un traitement concomitant au IgIV ou aux immunoglobulines lors de la prise en charge initiale. Les plus couramment utilisés sont le Kobayashi au Japon, basé sur la biologie, l'âge basé sur la biologie et l'âge, et le score nord-américain Son et al. Basé sur les critères d'inflammation, d'âge, d'ethnicité et d'écho. Le Kobayashi a une sensibilité limitée dans les populations multiethniques comme celle de l'Amérique Nord. Les recommandations de l'American Heart Association retiennent surtout des critères simples et échocardiographiques, âge 6 mois ou moins, ou Z-score sur l'écho initial de l'IVA ou de la coronaire droite de 2,5 ou plus. Ces patients-là peuvent bénéficier d'une intensification thérapeutique, d'ajouter un autre immunomodulateur durant la prise en charge initiale de la maladie. Alors, les agents qui ont été étudiés pour l'antification thérapeutique ou même pour le traitement des cas ou des formes réfractaires sont les corticoïdes avec une décroissance progressive et l'inhibiteur du TNF-alpha. Et à ce jour, il n'existe pas de consensus au niveau international quant à la supériorité d'un agent par rapport aux autres pour réduire l'incidence des anévrismes des artères coronaires dans cette maladie. D'autres agents peuvent être utilisés, notamment l'anakinra, la cyclosporine ou la cyclophosphamide, généralement en troisième ou quatrième ligne thérapeutique. Une deuxième dose d'immunoglobuline intraveineuse est fréquemment donnée en cas de résistance. Toutefois, elle est globalement moins efficace que la première et s'associe à un risque accru d'anémie hémolytique. Alors, pour l'atteinte cardiaque, la maladie peut toucher les artères coronaires conduisant à des anévrismes et des sténoses, le myocarde entraînant une dysfonction transitoire dans environ 20% des cas qui s'améliore en 6 à 8 semaines, les valves, surtout la valve mitrale, aboutissant à une insuffisance et en fait, une rupture des cordages mitraux est rare et une dilatation de la racine aortique dans 10% des cas et un épanchement péricardique qui est rarement significatif.
L'écho est l'examen de référence pour le diagnostic et la prise en charge initiale de la maladie. Elle ne doit jamais retarder le début du traitement, et ça c'est très important. Une légère sédation peut être nécessaire chez les enfants de moins de 3 ans, et les autres formes d'imagerie sont réservées aux fenêtres échocardiographiques limitées ou aux doutes en phase aiguë. Ces techniques sont surtout utilisées en suivi à long terme pour détecter les sténoses et repérer les patients à risque d'ischémie myocardique. L'écho doit détecter le nombre d'anévrismes, la localisation, la taille des lésions et les surveiller jusqu'à la stabilisation et détecter des thrombus. Évaluer la présence d'une dysfonction myocardique, une insuffisance mitrale, un épanchement péricardique ou une dilatation euh, de la racine de l'aorte. Les artères coronaires les plus touchées, de la plus fréquente à la moins fréquente, sont l'IVA, le coronaire droite, euh, l'artère circonflexe et le tronc commun. Les anévrismes sont visibles dès le 7e jour de fièvre et en moyenne, elles apparaissent vers le 11e jour. Le diamètre maximal est atteint en 4 à 6 semaines et le tronc commun n'est presque jamais anévrismal sans la dilatation proximale de l'IVA ou de l'artère circonflexe. Et c'est plutôt une vasculite des segments proximaux de ces artères, l'artère droite ou gauche. La forme de l'anévrisme est essentielle. Elle peut être saculaire, plus arrondie, associée à moins bon pronostic, ou fusiforme ou tubulaire, plus allongée. Ces variations morphologiques doivent être systématiquement décrites. Au-delà de la forme, la quantification est capitale et les anévrismes sont mesurés euh, avec les mesures faites à bord interne à 3 à 5 mm de l'origine, tout en évitant les bifurcations. Des mesures rigoureuses sont indispensables pour interpréter correctement les atteintes cardiaques. Les anévrismes sont classés en coronaire normal ou dilaté ou en anévrisme, comme indiqué dans ce tableau, à base d'un Z-score. Et le Z-score, c'est quand on prend la dimension interluminale et on la normalise à la surface corporelle. Il faut bien faire attention parce qu'une petite erreur de mesure peut mener une grande variation du Z-score. Et parce que la surface corporelle est incorporée dans ce score, on doit prendre la taille et un poids précis pour ce patient. C'est très essentiel. Alors, les coronaires normales ont un Z-score plus petit que 2, une dilatation légère et un Z-score entre 2 ou 2,5. Un anévrisme de petite taille, c'est entre 2,5 et 5, de taille moyenne entre 5 ou 10, ou une dimension absolue moins que 8 mm. Et un anévrisme géant, c'est un Z-score plus ou égal à 10, ou une dimension absolue de 8 mm ou plus. Comme on a dit, le Z-score transforme une mesure absolue en un indicateur de risque objectif et comparable. Il y en a plusieurs. Comme vous voyez ici sur cette courbe, le Z-score correspond au nombre d'écarts types par rapport à la moyenne pour une population du même âge et de la même surface corporelle. C'est le passage d'une dilatation légère, Z-score de 2, à un anévrisme géant, Z-score de 10. Il y a plusieurs systèmes de Z-score validés que vous pouvez retrouver sur ce site-là de l'IKDS. Et il est essentiel d'utiliser le même système de Z-score pour un même patient et au sein d'un même labo afin de permettre un suivi longitudinal fiable et une surveillance populationnelle cohérente. La fréquence d'écho recommandée durant la phase aiguë et subaiguë, c'est une première écho au diagnostic, une seconde dans les premières 2 semaines et une troisième dans 4 à 6 semaines. Les anévrismes géants ont besoin d'un suivi bien plus fréquent, hebdomadaire jusqu'à 45 jours,
puis mensuel pendant 3 mois. Chez les patients répondeurs au traitement et ne présentant pas d'anévrisme coronarien à l'écho initial, une écho de contrôle avant la sortie n'est pas nécessaire. Mais une surveillance d'écho est suggérée pour ces patients qui ont un anévrisme à base et ou aux patients qui sont considérés haut risque, ceux âgés de 6 mois ou moins ou ceux qui ont un anévrisme sur l'écho initial. Il faut répéter l'écho chaque 2 à 3 jours jusqu'à la stabilisation et avant la sortie. Ici, on a un patient de 4 ans qui s'est présenté avec un petit anévrisme dans le coronaire droite. Et 14 jours plus tard, c'est un anévrisme de taille moyenne. Ce patient a reçu l'immunoglobuline et la corticothérapie, une deuxième dose d'immunoglobuline et la corticothérapie euh, avec une décroissance progressive. Pour ce qui est du matériel d'écho, nous utilisons toujours la fréquence la plus élevée possible, 12, 9 ou 8. Ça dépend de la taille du patient. Afin d'obtenir la meilleure résolution des coronaires, bien entendu, toutes les acquisitions sont réalisées en mode ciné numérique, ce qui permet de revoir les boucles image par image. En concernant la sédation, elle peut être envisagée chez certains enfants, c'est une sédation légère, en particulier chez les moins de 3 ans ou chez ceux qui sont non coopératifs, agités ou irritables. Dans notre pratique, nous réalisons au moins une écho sous sédation lors de la phase aiguë ou subaiguë en utilisant le pentobarbital. Pour optimiser l'imagerie des coronaires, quelques réglages clés. On baisse le gain, on ajuste la gamme dynamique et on place le foyer directement sur la coronaire. On augmente le framerate au-delà de 20 pour gagner en résolution temporelle. Le faisceau doit être perpendiculaire à la paroi et la persistance doit rester faible. En Doppler couleur, on abaisse la limite de Nyquist jusqu'à remplir parfaitement l'artère, on augmente le gain couleur et on évite le débordement qui peut masquer les détails. Avec ces réglages simples, on améliore immédiatement la visualisation des coronaires chez l'enfant. On commence par les coupes d'écho pour visualiser chaque segment des coronaires. C'est la coupe, on commence par la coupe petit axe parasternal. Euh, on voit la valve aortique en petit axe avec une légère angulation supérieure. On peut voir les artères car les artères coronaires naissent de la racine. Et avec une rotation horaire, on peut visualiser le tronc gauche, l'IVA, le tronc commun gauche, l'artère circonflexe et l'IVA. Une angulation supérieure supplémentaire nous permet de visualiser la valve pulmonaire et une rotation horaire plus marquée peut être nécessaire pour ouvrir l'IVA distal, ainsi qu'un déplacement léger à gauche sur le thorax. Maintenant, pour le côté droit, la même coupe, la valve aortique en petit axe, avec une légère angulation supérieure et une rotation anti-horaire pour visualiser la portion proximale de la coronaire droite, CD1. Et maintenant, on se rend vers la coupe grand axe parasternal, orientée vers l'épaule gauche pour ouvrir le sillon interventriculaire et visualiser le trajet proximal de l'IVA derrière la valve pulmonaire. LED, c'est en anglais, c'est IVA en français, avec une angulation postérieure pour visualiser l'oreillette gauche et l'artère circonflexe circulant dans Nadine, le sillon. Nadine, excuse-moi. Est-ce que tu peux utiliser le curseur, s'il te plaît, Ah oui, pour OK. montrer? Merci. Ici, on peut voir l'oreillette gauche et l'artère circonflexe circulant dans le sillon gauche.
Alors, dans cette même coupe, une orientation de la sonde vers la hanche droite, au-delà de la valve tricuspide qui est là, la CD2 est visualisée dans le sillon AV droit, pardon, c'est ici, et suivi, quand c'est suivi, le long de la surface inférieure du cœur, on peut voir l'IVP. Il faut faire attention de ne pas confondre l'interface foie-cœur pour cette artère interventriculaire qui est généralement pas dilatée euh, tout seul. S'il y a une dilatation de l'IVP, on doit revoir le CD parce qu'on a peut-être pas, on a peut-être un anévrisme là-bas, dans le CD proximal. Alors, pour la coupe apicale, on commence par la vue à quatre cavités qui sert de coupe de référence et puis une angulation postérieure. On visualise la coronaire droite distale ou CD3 circulant ici dans le sillon AV droite. L'IVP est visualisé également parcourant la surface interventriculaire inférieure du cœur. Euh, il faut faire attention parce qu'une angulation antérieure vers l'aorte ou à la vue 5 cavités permet de visualiser la coronaire droite proximale et non pas la distale. Il faut anguler postérieurement pour visualiser la coronaire droite distale ou la CD3. Et de cette même vue apicale de référence, si on porte l'attention sur les cavités cardiaques gauches, et avec une angulation postérieure, on peut accéder au sillon AV gauche et l'artère circonflexe parcourt ce sillon-là et on le voit ici. L'écho nous permet de voir aussi des modifications pariétales sur les suivis à long terme. Ici, ce qu'on voit, un épaississement, on voit deux anévrismes dans l'IVA avec un épaississement de la paroi et des anévrismes géants. Cette modification pariétale s'appelle la prolifération myo-intimale intraluminale. Ce sont des conséquences tardives et on voit ici le Doppler couleur, le flux qui traverse l'artère en délimitant clairement euh, la voie de l'artère. Et pour ce même patient, 3 mois plus tard, on voit un thrombus dans l'IVA proximal dans un de ces anévrismes. Le suivi à long terme est guidé par le Z-score. Après la phase aiguë et la phase subaiguë, le suivi à long terme est guidé par le Z-score maximal atteint durant la phase aiguë, ainsi que sur l'évolution du Z-score au cours du suivi. Aucun suivi prolongé pour les risques 1 ou 2, ce sont les artères avec des dilatations légères ou coronaires normales. Au niveau de risque 3, chez les petits anévrismes, l'écho, un suivi avec l'écho à 1 an et à 5 ans. Une sortie du suivi à 5 ans peut être envisagée si plusieurs conditions sont réunies. La résolution de l'anévrisme, le test d'effort est normal et l'imagerie coronaire est normale au scanner. En revanche, pour les niveaux de risque 3 à 5, lorsqu'il existe des anévrismes persistants de taille moyenne ou géante avec un Z-score supérieur ou égal à 5, la stratégie change complètement. Ces patients nécessitent un suivi prolongé, incluant un ECG périodique et l'écho tous les 3 à 5 ans, une imagerie fonctionnelle d'ischémie régulière, même chez les patients asymptomatiques. Cette imagerie peut être réalisée par écho de stress, l'IRM de stress ou PET ou SPECT. Il faut faire attention aux symptômes parce que la majorité des patients sont asymptomatiques en raison d'une sténose coronarienne progressive et du développement d'une circulation collatérale. C'est pour ça que les
recommandations internationales suggèrent une imagerie fonctionnelle d'ischémie périodique, euh, même chez les patients asymptomatiques. Euh, le traitement antiplaquettaire et anticoagulation est aussi basé directement sur le Z-score. On commence par l'aspirine à faible dose pour tous les patients avec atteinte coronaire persistante. Euh, on peut utiliser une double thérapie plaquettaire avec l'aspirine et la clopidogrel pour les anévrismes de taille moyenne et c'est suggéré pour cette catégorie, mais pour les anévrismes géants, il est préférable qu'ils sont sur une double thérapie plaquettaire et l'anticoagulation avec la warfarin ou l'héparine ou les anticoagulations orales directes. Il faut éviter les sports de contact chez les patients qui sont sous anticoagulation. Une enquête sur l'accès aux soins pour les enfants atteints de la maladie de Kawasaki au Maroc, menée par Dr. Bouayed, investigatrice principale de Kawarabi à Casablanca, a montré que dans 18 villes couvrant l'ensemble du pays du sud au nord, 9 médecins ont répondu à la question relative à la anticoagulation parce qu'ils sont responsables de la prise en charge de cette thérapie. Et quel que soit le type ou le coût de l'anticoagulation, ici on voit warfarin, l'héparine et les anticoagulants directs, Vous me donnez juste un peu de... l'accès a été jugé difficile à très difficile pour les patients dans tous les cas et quasi impossible pour les anticoagulants oraux directs ainsi que pour les héparines. Et ça, c'est très important. Parce que selon une étude issue de l'IKDR, International Kawasaki Disease Registry, les patients présentant un score 10 ou plus constituent la population à plus haut risque et selon cette courbe de Kaplan-Meier, une incidence cumulée à 10 ans des événements cardiovasculaires majeurs. C'est 14, à peu près 14 ans, 14% chez cette catégorie. Aussi, l'infarctus du myocarde aigu, selon les études de l'IKDR et les études japonaises, est à vie chez les patients présentant des anévrismes géants. Il est maximal au cours des 2 premières années avec un pic de risque entre 2 ou 3 mois après la phase aiguë de la maladie. Alors, la prise en charge de l'infarctus pédiatrique repose principalement sur des données d'adultes et un consensus d'experts. La présentation et la stratégie thérapeutique varient selon l'âge, la taille du patient et l'accès à un centre de cathétérisme ou de chirurgie cardiaque spécialisée. Chez l'enfant, la présentation clinique de l'infarctus du myocarde diffère de celle des jeunes adultes et peut être atypique avec des symptômes non spécifiques tels que la pâleur, les douleurs abdominales, l'irritabilité et l'agitation. Et j'ai mis ici l'algorithme pour le traitement et la prise en charge de l'IMA et des recommandations nord-américaines de l'American Heart Association. Et il faut les points à prendre, c'est que la thrombolyse systémique peut être envisagée notamment chez les petits-enfants et en cas de thrombose coronarien suspecté. Et, pardon, et il faut, l'American Heart Association suggère que les pédiatres et les cardiopédiatres qui suivent des patients de Kawasaki disease avec des anévrismes géants ont une équipe de cœur qui se constitue de cardiopédiatres et de cardio-adultes, des interventionnels pédiatres et adultes et des chirurgiens cardiaques pour les pédiatres et les adultes. Merci de votre attention. J'espère bien que j'ai pu adresser vos questions sur la maladie et les atteintes cardiaques et je serai ravie de répondre à vos questions.
Merci beaucoup Nadine pour cette présentation très complète et très exhaustive qui va du diagnostic aux complications cardiaques et de leur traitement. Et donc on va laisser les questions à la fin et on va passer à la deuxième présentation de Dr Najib Dahdah qui est professeur de cardiologie pédiatrique et qui exerce à l'hôpital Mère-Enfant Sainte-Justine à Montréal au Canada et qui a dédié sa carrière à la recherche en matière de maladie de Kawasaki, qui est cofondateur du Kawarabi, il va en parler certainement. C'est une initiative vraiment pour améliorer les connaissances et la prise en charge en matière de maladie de Kawasaki au Maroc, et qui est également cofondateur du registre international de la maladie de Kawasaki. Donc, Najib, merci de démarrer ton topo. Tu as la parole. Merci beaucoup pour la présentation, mais surtout, cher Kenza, cher Rachid Saïd, de préparer ce cours-là et de nous avoir invités d'outre-mer pour y participer. Il me fera plaisir aussi à répondre aux questions avec Nadine à la fin de cette présentation. La prochaine, s'il vous plaît. Voilà, donc l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est pour être complémentaire à ce que Dr. Chouette avait dit, plus spécifiquement de revisiter un peu le tropisme cardiaque dans la maladie de Kawasaki, recentrer la lecture contextuelle de l'échocardiographie relative à la maladie de Kawasaki un peu au-delà de la coronarite, sans trop rentrer en détail, puisqu'on va finalement parler et discuter contextuellement du pronostic coronaromyocardique des patients atteints de cette complication coronarienne qui est l'anévrisme coronarien suite à la maladie de Kawasaki. La prochaine. Donc, on retient bien comment la COVID a changé l'aspect, la lecture des choses, la lecture clinique des patients durant la pandémie COVID-19. On a vu une ressemblance énorme entre le MIAC, PIMS et la maladie de Kawasaki, surtout la maladie de Kawasaki avec état de choc. Or, si on regarde en violet ici, ça représente un peu ce que le MIAC PIMS pourrait être du point de vue tropisme myocardique. En fait, le tropisme de la myocardie, de l'inflammation myocardique, est très élevé dans le MIAC PIMS, alors qu'il est en jaune ou ce jaune-là top, il est moins élevé pour l'atteinte myocardique quand on regarde le pic en haut. Par contre, l'atteinte coronarienne dans la maladie de Kawasaki est beaucoup plus accentuée, beaucoup plus présente dans la maladie de Kawasaki que dans le MIST PIMS. L'atteinte multi-organe, maintenant, c'était bien reconnu que la COVID-19, quand on complique avec le syndrome multisystémique chez l'enfant, il y a plusieurs organes qui sont atteints d'une façon imposante, significative et intense. Dans la maladie de Kawasaki, ce n'est pas vrai qu'elle n'est pas multisystémique. Elle est vraiment multisystémique. On peut avoir une atteinte du système nerveux central. Dans les urines, on peut avoir une leucocyturie aseptique. On peut avoir aussi une atteinte articulaire, hépatique, mais l'intensité est beaucoup moindre, sauf quand il s'agit de choc ou bien de masse, de l'activation des macrophages. Bref, pour dire que ces deux maladies sont un peu sensibles, ressemblantes l'une à l'autre, avec un tropisme plutôt coronarien et plutôt myocarditique dans le MISC. Puis on a été très à l'aise à utiliser le NT-proBNP durant la COVID-19 parce que ça reflétait l'atteinte myocardite majeure. La prochaine, s'il vous plaît. Maintenant, le NT-proBNP est bien important et on l'a utilisé pendant longtemps dans la maladie de Kawasaki, surtout en recherche, mais on a fini par apprivoiser ce NT-proBNP et savoir comment l'utiliser. Donc, après une quinzaine d'années de travaux et de publications sur le NT-proBNP dans la maladie de Kawasaki, finalement, en 2020-2021, la société japonaise a reconnu que c'est un facteur diagnostique et potentiellement pronostique qui peut être bien utilisé pour assister au diagnostic et au traitement de la maladie de Kawasaki. D'ailleurs, il faut savoir qu'un seul chiffre n'est pas nécessairement la façon d'y aller, mais plutôt le Z-score ou bien le taux supérieur par tranche d'âge. Et pourquoi c'est important? À quoi ça reflète le NT-proBNP? Malgré qu'il y ait une relation entre le taux de NT-proBNP sérique
et la CRP réactive chez un enfant atteint de la maladie. La CRP, quand on regarde le schéma du milieu, la CRP ne reflète pas ou ne prédit pas la fonction cardiaque ou l'épaississement du myocarde de l'enfant. Par contre, quand on regarde sur le schéma à droite, sur le X, on a le NT-proBNP en Z-score. Donc, plus c'est élevé, moins la fonction cardiaque systolique est préservée. Donc, on voit comment les lignes sont déclive. Plus c'est élevé à droite le NT-proBNP, moins la fonction systolique est normale. Et le schéma en haut, ça nous reflète que l'épaississement ou l'épaisseur ou le volume myocardique est plus élevé à droite quand le NT-proBNP est élevé. Ceci reflète encore l'œdème de la myocardite dans la maladie de Kawasaki. On passe à l'autre étape, la seconde, s'il vous plaît. Ce qu'on a vu aussi, c'est que, on regarde sur la ligne rouge ici, qui est décroissante. Plus l'atteinte du myocarde est intense à droite, plus le NT-proBNP est élevé. Mais ce n'est pas tout à fait anormal parce qu'on s'attend que la fonction cardiaque soit visuellement préservée alors que fonctionnellement et sur mesure, elle est diminuée. On s'attend que l'amélioration au bout de 3 mois nous montre une ligne horizontale du point de vue amélioration. Or, ce qu'on voit, on va voir au contraire que ce qui était normal à gauche est devenu encore plus normal 3 mois après la maladie, et ce qui était anormal à droite est devenu plus normal. Donc, même quand le NT-proBNP n'est pas vraiment élevé, la fonction cardiaque est altérée d'une façon subclinique, infraclinique. On voit que tous ces patients-là, ces deux groupes de patients, ils vont s'améliorer d'une façon parallèle au bout de 3 mois. Donc, on ne sous-estime pas l'atteinte myocardique dans la maladie de Kawasaki. Next. Mais le plus gros problème, c'est vraiment l'atteinte coronarienne et les anévrismes et la destruction massive des parois vasculaires de la coronaire. Or, il faut retenir une chose que j'ai raté de retenir, pas de retenir, mais raté de le dire verbalement pendant toute ma carrière, c'est, écoutez-moi ça, c'est que la maladie de Kawasaki est une urgence médicale. Qu'on se mette ça bien clair dans la tête, c'est une urgence médicale. Parce qu'à l'opposé de l'athérosclérose qui prend 5 décennies pour aboutir à des problèmes coronariens réels et à des infarctus, la maladie de Kawasaki, au bout de 5 jours, si on l'a raté, si on ne l'a pas diagnostiqué, si on n'a pas fait le parcours de diagnostic différentiel pour la confirmer ou l'infirmer et la traiter, après 5 jours, on approche doucement à 10 jours de fièvre et on a raté le bateau, on n'a pas traité le patient et on finit finalement par avoir des complications coronariennes sévères. Donc, c'est une urgence clinique, urgence diagnostique, la maladie de Kawasaki, au bout de 4-5 jours de fièvre. Non-confirmation diagnostique réelle de la fièvre, il faut se pencher sur cette liste diagnostique différentielle. Next. Parce qu'en réalité, voilà ce qui peut arriver. On peut avoir des coronaires peut-être normales, mais surtout si on regarde à notre gauche, on a un chapelet d'anévrisme sur la coronaire droite qui est vraiment méchant, qui va aboutir à des sténoses et des caillots intracoronariens et infarctus. Au milieu, on voit qu'il y a des collatérales très intenses de ces coronaires, et tout simplement parce que la coronaire gauche a été thrombosée ou sténosée entièrement, et donc le réseau gauche est alimenté par le réseau droit des coronaires droites avec ces collatérales très riches. Et c'est pour cela, comme l'a dit Dr. Schweiter tout à l'heure, il faut être méfiant des patients asymptomatiques. Et c'est pour cela qu'on a un penchant de plus en plus intense de performer des tests de perfusion myocardique, d'imagerie de la perfusion myocardique, plutôt que juste une échographie ou juste regarder les coronaires. En haut à droite, on voit cette patiente qui a une thrombose, en fait, une occlusion distale de la coronaire gauche. On ne voit que le gros anévrisme et la circonflexe, alors que toute l'IVA, elle est absente de cette figure-là. Prochaine. On veut vraiment pas aboutir à des caillots très intenses. On voit ici un post-mortem. C'était un patient dans une phase aiguë, subaiguë, qui avait échappé au diagnostic et qui a fini par un caillot intense et qui a fini par une ischémie vraiment majeure. La prochaine, s'il vous plaît.
Donc, quand on parle d'anévrisme coronarien, je vais peut-être réitérer ce que Dr. Schweitel avait dit, et c'est pas mauvais parce que en répétant, on retient plus la leçon, puis on comprend un peu mieux les choses. À gauche, on va voir dans trois couleurs différentes des anévrismes légers en vert, des anévrismes moyens en mauve et des anévrismes larges en rouge. Ce que ça veut nous dire ici, c'est que la normalisation diamétrale ou en dimension des coronaires est vraiment pas le cas dans les anévrismes larges. Donc, ils vont persister avec des dimensions importantes, avec une grande proportion. Alors que les anévrismes médians, de taille médiane, ils vont s'améliorer beaucoup plus et encore mieux si les anévrismes étaient seulement petits. À droite, on va regarder ici en haut, pas uniquement les Z-scores de plus que 10 sont importants, mais c'est un échelon. De 10 à 20, c'est un échelon. De 20 à 30, c'est un autre échelon. 30 à 40 et plus que 40, ce sont des échelons différents. Donc, plus le Z-score est élevé au-delà du 10, plus il y a un risque de caillot dans les coronaires. À droite, au milieu, maintenant, on va voir les sténoses ou les sténoses coronariennes. Encore une fois, plus l'échelon au-dessus de 10 des Z-scores des coronaires est élevé, plus le risque est augmenté. Et finalement, naturellement, la normalisation du diamètre des coronaires et non pas de l'histopathologie, plus on est proche de 40, moins il y a des chances d'améliorer le Z-score et les dimensions des coronaires. Next. Donc tout ça, c'est bien important. Et de là, j'arrive à une première vignette, et c'est des cas vrais. Parfois, ou bien sûr qu'on va mettre du sel, du poivre sur l'histoire, mais c'est des histoires vraies. Une fillette diagnostiquée à 6 mois de la maladie de Kawasaki avec des anévrismes géants, vraiment comme ceux que je vais montrer tout à l'heure. 3 ans après le diagnostic initial, on la perd de vue. Elle ne se présente plus aux cliniques. Les médecins essaient de la rejoindre, mais pas question. Mais au bout de quelques années, par hasard, son cardiologue, qui est ma collègue, elle était en train de se faire les cheveux chez le coiffeur, rencontre une madame, oui, je connais ci, je connais ça, telle demoiselle que tu avais suivie, elle est où, elle n'est pas là. On la reconvoque, puis la famille reprend le suivi, heureusement. Entre-temps, il y a beaucoup de traitements qui avaient été ratés naturellement. Finalement, durant cette année, à l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, je la suivais d'une façon religieuse. On a repris les anticoagulants et tout cela. Puis c'est une enfant qui se disait toujours asymptomatique. Les parents disent, elle joue, elle est joyeuse, elle court, aucun symptôme. Donc on la cédule de routine pour un tapis roulant avec un test de perfusion myocardique, une scintigraphie. Alors qu'elle était tout à fait asymptomatique. Ce qu'on voit durant l'effort, au bout de 3-4 paliers, elle devient pâle au milieu de cet effort. On voit l'ischémie électrique sur l'ECG. Ici, on voit le sous-décalage du segment ST et finalement une baisse relative de la pression systolique au lieu que ça augmente avec l'effort. Ça, c'est un cas qu'on retiendrait toujours. Et cet enfant, finalement, avait une occlusion totale de la coronaire gauche proximale, juste avant la circonflexe. Et là, on a fini par une intervention pour reperméabiliser la coronaire et la stenter, etc. La prochaine. La deuxième vignette, c'est un garçon diagnostiqué à l'âge de 4 ans de cette maladie avec anévrisme géant. Pas 3 ans, pas 6 ans, pas 12 ans, mais 3 mois plus tard, alors qu'il était sous antivitamine K avec INR thérapeutique, les parents m'appellent un matin pour me dire, bon, la nuit, il s'est levé, il avait une petite nausée un peu pâle, il n'a pas vomi, pas de fièvre ni rien. Malgré cela, on est allé aux urgences parce qu'ils étaient sensibilisés de comment ça pourrait tourner les choses dans des cas d'anévrisme. Donc, ils se sont rendus à l'urgence proche chez eux. L'électrocardiogramme était normal. Les troponines étaient limitrophes, peut-être augmentées, peut-être à la limite supérieure de la normale ou double que la normale. Alors, ils ont dit, bon, il n'a rien, votre enfant, c'est une nausée, rentrez chez vous. Mais ils m'appellent, j'étais un peu inquiet, je les appelle, je dis, bon, retournez, venez à la clinique qu'on se voit. Encore une fois, en venant ce jour même, ce garçonnet était asymptomatique. Le CG est normal, confirmé, non ischémique. Troponine, on l'a répété aussi, était normal. On fait l'échocardiographie, on voit une insuffisance mitrale
Il n'y a pas de vidéo, mais vous voyez bien en haut à droite le jet de l'insuffisance mitrale. Et c'est une insuffisance mitrale de nouveau qui n'était pas là les 2 premiers mois. En bas à droite, quand on l'avait examiné avant de quitter l'hôpital durant son suivi, on voit l'anévrisme de l'IVA et on voit quand même un flot dans cet anévrisme-là, un flot cola qui nous permettait de confirmer qu'il y avait qui était patent, qui était ouverte, qui est perméable. Mais là, cette fois-là, on ne peut pas montrer quelque chose qui n'existait pas, mais je vous dis qu'on ne pouvait pas identifier le cola dans cet anévrisme. Et donc, on s'est dit, il y a quelque chose qui va mal dans cette coronaire. Et en effet, on fait l'angiographie, on voit le gros anévrisme proximal et qui, au-delà de cela, il n'y a pas de flot dans l'IVA, on ne voit que la circonflexe. Patati patata, on prend l'enfant, alors qu'il est au caté, on prépare le tout, on prépare pour commencer la thrombolyse, mais entre-temps, on a fait ce qu'on appelle la thromboaspiration. On voit en haut dans une cuvette, dans le cadre bleu, on voit une cuvette où on aspire le sang, puis on les met ici pour filtrer. On voit les caillots qui étaient là-dedans. Naturellement, il y avait beaucoup plus que cela. Donc voilà, ça c'est un cas aussi qui a fini par des cathétérismes et finalement par un pontage, mais pire que ça, excusez pas de pontage, quand on avait mis le stent, pas longtemps après, le stent s'est bouché, il a fini par une ischémie majeure, il a fini par être greffé du cœur. Donc ce n'était pas un décès de patient, mais un décès d'organe du myocarde. Next. On passe à la troisième vignette. Un garçon de 16 ans diagnostiqué et suivi pour anévrisme géant depuis l'âge de 4 ans, sténose progressive de l'IVA à l'angiographie coronarienne annuelle. À un moment donné, à l'âge de 11 ans, il se plaignait un peu de douleur à la poitrine. On fait la coronographie et ça démontrait qu'il y avait quand même une sténose assez serrée sur l'IVA. Il finit par avoir une implantation de stent sans incident. Ça se déroulait très, très bien. Le suivi clinique était très bon. À chaque 4 mois, il se présentait bien à la clinique. Les parents sont très protecteurs, une très bonne observance thérapeutique incluant bêta-bloquants, statine, l'aspirine, clopidogrel et warfarin, qui est l'antivitamine K, avec des INR très bien conservés comme il faut. Sauf qu'à l'âge de 16 ans, c'est un garçon qui est bien, qui aime faire du sport et tout. Je le vois à la clinique. Encore, selon les parents, asymptomatique, tout se passe bien parce que parfois on m'appelle au téléphone pour les prescriptions. Mais je demande à ce jeune homme, as-tu des douleurs thoraciques ou des essoufflements au repos, à l'effort récemment? Il dit, oui, quand je monte les escaliers, puis depuis 3, 4 mois, je me sens plus essoufflé avec des sueurs, parfois ça me fait mal. En as-tu parlé à maman, au papa? Il dit non. À un médecin? Encore du tout, non. J'y ai pas pensé. Encore pour dire que oui, il y a les parents, oui, il y a l'enfant, et c'est un enfant qui est intelligent, c'est pas un garçon qui connaît pas les choses. Malgré ça, il n'a même pas exprimé un mot qu'il avait des douleurs qui pouvaient être des signes d'ischémie. Donc, à la clinique, le CG était normal, l'échographie était normale, c'était une fonction adéquate, sans signe ischémique. Mais quand même, au bout de jours, on fait une IRM de perfusion avec test à l'adénosine. Donc, c'était un IRM de la perfusion captation de colorant sur le myocarde avec test à l'adénosine pour faire un challenge s'il y a une sténose. On voit que le territoire de la coronaire droite distale, qui est l'IVP, démontrait une ischémie quand même assez importante de cette paroi-là. Et en haut, je mets la flèche là où il y avait la sténose. Ici, ce n'est pas l'angiographie de la sténose, mais quand on a fait l'angiographie, cet endroit-là, entre le deuxième et le troisième anévrisme, était beaucoup plus serré. Mais déjà, on voit entre la première, deuxième et troisième boule comment le taux de contraste est diminué à cause du flot qui est réduit, même quand il n'y avait pas de sténose importante. Donc, cette occlusion distale de la coronaire droite
était très pathologique. Elle a mérité une intervention par cathétérisme pour améliorer et soulever les symptômes et l'ischémie. La prochaine, s'il vous plaît. On va passer à une quatrième vignette. En fait, ce sont deux patients à peu près le même âge qui ont été présentés sur notre WhatsApp Kaorabi parce qu'on communique beaucoup avec des cas live, des cas réels qui se présentent auprès de nos collègues et qui ont besoin de discuter, prendre l'opinion des autres. Donc, c'est une fillette de 11 mois, cette fois-ci, diagnostic tardif à 14 jours de fièvre, bonne réponse aux immunoglobulines et prednisolone, avec un suivi externe sous aspirine et enoxaparine. C'est une fraxiparine et de l'héparine fractionnée. Et l'enfant, à cet âge, naturellement, c'est difficile de voir s'il y a de la douleur, mais il n'y avait pas de signe précurseur de problèmes particuliers, sans aucune douleur, ni altération de l'état général, ni de la fonction du ventricule gauche. Elle est retournée chez un cardiologue pour un suivi de routine. L'échographie, on l'a fait, on voit un thrombus, vous voyez en haut à droite, un gros thrombus qui occupe la paroi latérale d'un gros anévrisme. C'est énorme cet anévrisme, on dirait c'est une aorte. En fait, non, c'est juste l'anévrisme de la coronaire gauche proximale de toute sa longueur. Donc là, c'était la discussion, qu'est-ce qu'on fait comme évaluation supplémentaire? Qu'est-ce qu'on fait comme plan thérapeutique pour cet enfant? Naturellement, il y a eu toutes sortes d'opinions, des opinions bien réfléchies, mais je pense qu'il faut se mettre à l'évidence que quand on voit un caillot, c'est sûr qu'on ne va pas envoyer l'enfant chez eux. Mais déjà, on va savoir pourquoi cet enfant sous Lovenox, enoxaparine, a fait ce gros caillot. En fait, l'histoire remonte, c'est que il y a eu quelques bleus, quelques ecchymoses sur la peau de l'enfant. Alors, l'enfant et la famille ont allé voir un autre médecin, qui est médecin de quartier ou médecin de famille, qui a dit, oh, arrêtez l'héparine pendant 2 jours, puis vous reviendrez. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont arrêté pendant 2 jours, mais ils étaient dû avoir leur cardiologue de base. Et c'est là qu'on a découvert ça. Ce qui fait aussi que les prises décisionnelles pour ces patients-là, on ne les prend pas à la légère. Ça prend un expert en maladie de Kawasaki, ça prend un expert en anticoagulation, ça prend un cardiologue quand il s'agit d'anévrisme coronarien pour tout englober et penser à tout. Si, admettons, il y avait des saignements actifs, c'est sûr qu'on va peut-être arrêter l'héparine, mais on va le faire sous surveillance médicale à l'hôpital avec des imageries, ECG, troponine de façon répétitive. Maintenant, je dis qu'il y avait deux enfants, à peu près la même histoire. L'autre enfant avait à peu près la même image, à peu près la même histoire, mais il y avait des signes ischémiques avec la troponine qui augmentait. Donc, pour cet enfant qui avait des signes ischémiques, mis à part le caillot, on avait préconisé de commencer une thrombolyse intraveineuse, ce qui est très efficace. Elle a ses risques naturellement, mais elle est très efficace pour dissoudre le caillot. Alors, pour le premier enfant qui avait le caillot, mais pas de signes ischémiques, on a préconisé plutôt de commencer l'héparine intraveineuse, encore sous surveillance médicale de tous les jours, avec des enzymes cardiaques au début tous les jours, même 2 fois par jour, et l'échographie 1-2 fois par jour les premiers jours. Et finalement, au bout d'une thérapie et de la patience, naturellement, le caillot est disparu, puis la famille a repris l'héparine fractionnée injectable avec un suivi obligatoirement avec leur cardiologue au cas où il y aurait des questions. La prochaine. Là, pour finir, on ne peut pas passer à travers tout ceci, mais c'est un article, mis à part le American Heart Association 2024, c'est un article très important de l'Angleterre, encore à peu près les mêmes personnes qui s'occupent des problèmes cardiaques chez les enfants. Lifetime Cardiovascular Management of Patients with Previous Kawasaki Disease. On va voir c'est quoi le chemin à prendre si un enfant se présente avec suspicion d'ischémie, d'atteinte coronarienne, ischémique ou pas. Et c'est très utile à bien lire ces articles-là. Autrement, au cas où il y a des questions, on est tous disponibles à Kaorabi à répondre à vos questions, à vous assister, à vous donner nos opinions. On ne prendra jamais décision à votre place, mais à vous assister
pour des situations très critiques, très difficiles. La prochaine, c'est pour vous remercier pour votre attention et pour prendre les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Dahdah, pour cette très très belle présentation, très bien documentée, avec une iconographie juste magnifique. Vraiment un grand merci pour cela. Et voilà, donc on est autour de cette table ronde. Il y a quelques questions, mais on pourra provoquer des discussions si vous le souhaitez. Alors, je pense que Nadine, comment tu peux... Alors, il y a quelqu'un qui revient sur la coupe grand axe pour visualiser le réseau gauche, d'accord? Qu'est-ce que tu peux nous dire en pratique, rapidement? Euh, euh, pour visualiser le tronc commun du côté gauche. OK. Oui, Je peux remettre les diapos pour vous expliquer un instant. très brièvement. Oui. Je crois que ça dépend de ce qu'on veut chercher, hein. Si on Oui. veut chercher un tronc commun, alors à ce moment-là, on va se mettre en petit axe, comme elle a très très bien dit Nadine. Elle va nous montrer encore une fois les images en petit axe, centré sur la racine de la horte. Et à ce moment-là, on voit très très bien le plus souvent, hein. Donc avec le tronc commun, en principe, ça ne pose pas de problème. Après, pour l'IVA, c'est vrai que ça dépend. Est-ce qu'on veut voir l'IVA proximal ou l'IVA distale? Et ça, elle va nous montrer, il y a le petit axe, mais il y a aussi le long axe. On peut aussi s'aider du sous-costal pour Ah, c'est gentil. voir Alors, l'IVA dans la meilleure pour des façons. visualiser le Voilà. tronc commun, comme a dit Dr. Schraby, on prend la valve aortique en petit axe, mais on fait une légère angulation supérieure, n'est-ce, de la racine. L'aorte en petit axe, la valve, et puis le tronc commun. Et il faut faire la visualisation comme si on doit voir le tronc et la bifurcation de l'IVA et de la circonflexe. Et puis pour faire ça, pour voir ça, on va faire une rotation horaire pour visualiser le circonflexe qui se dirige postérieurement et l'IVA qui se dirige antérieurement. Et ici, on voit la valve pulmonaire. Si vous êtes dans cette coupe-là et vous n'arrivez pas à voir l'IVA, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par les artères pulmonaires et puis anguler inférieurement. Comme ça, vous pouvez voir la valve pulmonaire et puis l'artère proximale. Mais il faut faire attention de ne pas confondre l'IVA avec left atrial appendage. Je ne sais pas comment on dit ça en France. L'auricule gauche. L'auricule gauche. Oui. L'auricule gauche. Et en fait, vous pouvez aussi voir l'IVA proximal de la coupe long axe. OK, pardon. Pour l'IVA distal, vous devez se déplacer légèrement vers la gauche du thorax et puis l'IVA proximale. On prend la valve pulmonaire et plus antérieure et distale de cette valve, c'est l'IVA distale. En fait, pour la coupe grand axe parasternal, vous commencez par la vue la vue de référence de cette coupe et puis vous vous orientez vers l'épaule gauche. Et pour ça, vous allez voir ici la valve pulmonaire qui est euh, en, antérieure et vous allez voir le sillon interventriculaire et ça se dit, elle est dit en anglais, mais c'est l'IVA ici. Et je vais l'arrêter et vous le montrer. C'est l'hiver, oui. OK. Très bien. Euh, On voit très très bien.
Oui. quelque chose d'autre d'ici? Alors, juste dans le même sens, Euh, est-ce que pour toi, visualiser la CX, est-ce que c'est facile? On sait qu'on peut la voir en petit axe centré sur cette racine de la Oui, horte. On voit le départ de l'IVA en haut, et puis par la suite, la CX qui oui. horizontalement. Mais il y a aussi la 4 cavités. Avec la 4 cavités, Oui, coupe-là, c'est sûrement quand la CX est dilatée ou il y a un anévrisme qu'on peut la voir si clairement. Mais plutôt, c'est bien plus facile de la coupe apicale. On commence par la vue, pardon, on commence par la vue des quatre cavités ou la vue principale. Et puis, avec une angulation postérieure et en portant attention sur les cavités cardiaques gauche, et on voit absolument. l'artère circonflexe ou Merci le beaucoup, CX. Nadine, pour ces explications. Et pardon, pour la coupe sous-costale, c'est qu'on l'utilise pas beaucoup parce que les enfants sont déjà irritables et ils sont non coopératifs et vraiment et surtout pour cette coupe-là. On l'utilise parfois si on n'a pas des fenêtres optimales ou si on a des anévrismes géants et on n'arrive pas à mesurer la longueur de cet anévrisme. Alors, on utilise cette coupe pour être loin du cœur le plus possible pour voir l'anévrisme en tout. Merci infiniment. Toujours dans le même sens, tu as dit dans ton cours que ça arrive parfois de sédater les patients. Nous, on n'a pas ça, en tout cas à Casablanca, on ne sédate pas les patients. Est-ce que dans ton expérience, tu vois qu'il y a quand même une différence entre une écho avec sédation et sans sédation? On sait très très bien que les Kawasaki, c'est des malades qui sont très très irritables. Ça fait partie de la maladie. Oui, alors on a fait une étude il y a probablement 10 ans où on a comparé l'écho avec ou sans la sédation chez des enfants qui présentent à notre labo et on a trouvé que dans les patients de Kawasaki, la sédation change la prise en charge et parce qu'on arrive à retrouver des anévrismes avec la qu'on a classifié ces anévrismes bien plus précisément. Sinon, on n'arrive pas si on n'a pas accès à une sédation, on utilise les iPads, les téléphones, les vidéos. On a des personnels qu'on appelle Child Life Service. Ce sont dans les hôpitaux qui les préparent pour l'écho, l'IRM, le CT scan, le cathétérisme et tout ça. Ils nous aident aussi. Absolument. C'est les techniciens de salle d'échographie comme les sonographes. Oui, Et puis, je pense que tu as transmis deux messages pour les échographistes qui nous écoutent. Le premier message, c'est qu'il faut absolument mesurer du bord interne au bord interne. Et deuxièmement, il faut absolument éviter les bifurcations. Il faut être loin des bifurcations, c'est important aussi. oui, Alors pourquoi il faut absolument respecter ça? Parce qu'on sait très très bien qu'à la phase aiguë, quand il y a de l'inflammation, il y a un épaississement des parois. Ça peut être aussi un signe indirect de l'atteinte de Kawasaki, hein. Tu es d'accord? On peut ne pas avoir de dilatation, mais on va avoir un épaississement. Et donc là, il faut faire attention, il faut faire les bonnes mesures. oui. Alors, les bonnes mesures sont importantes et on doit respecter ces deux lois-là parce que, en fait, si on mesure directement à l'origine, on peut surestimer le diamètre ou la dimension
et puis ce qui va affecter le score. Puis c'est la même, et puis je rentre que l'air. Et c'est pour ça qu'on doit éviter les points de bifurcation, parce que le suivi et la prise en charge de cette maladie dépend de la sévérité de l'atteinte cardiaque qui dépend de cette dimension et du Z-score. Kenza, je te laisse présenter la deuxième question qui peut-être pour Monsieur Dahdah. Micro, on t'entend pas, hein. Il faut enlever le mute. Oui, c'est bon. Alors, je reviens sur la... Pardon. Alors, la deuxième question. Bonsoir. Au cours de la pandémie Covid-19, on a remarqué l'augmentation des cas de maladie de Kawasaki avec anévrisme. Est-ce qu'il y a une explication physiopathologique? Ça, c'est la première question. En fait, la personne pose deux questions. Et la seconde, est-ce qu'on peut pratiquer une coronarographie dans la maladie de Kawasaki? Très bien. Durant la COVID-19, je pense qu'il y a eu deux choses, un facteur de volume. Donc, les gens étaient beaucoup plus à l'affût de ces maladies inflammatoires, que ce soit le PIMS, MIS-C ou les vrais Kawasaki qui se présentaient. Donc, c'est sûr que plus on en voit, plus il y a un risque d'en trouver des anévrismes, aussi simple que ça. Maintenant, est-ce que le virus, la COVID-19, était plus avec un plus grand tropisme pour les coronaires que les autres maladies virales qui étaient les triggers ou les causes incitatives de la maladie de Kawasaki? Ce n'est pas certain, puisque quand on a fait les analyses comparatives internationales avec le IKDR, on a trouvé que les patients Kawasaki qui ont une séropositivité pour la COVID-19 avaient beaucoup moins d'atteintes coronariennes et quand il y avait une atteinte coronarienne, elle était beaucoup moins intense. Donc moi, je tiendrai toujours l'hypothèse que possiblement on voyait plus de maladies de Kawasaki puisque tout le monde venait dans la foulée de cette inflammation. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc le volume de Kawasaki a augmenté et naturellement la prévalence des atteintes coronariennes chez ces patients. Maintenant, encore une fois, j'ai dit que c'était une étude internationale avec le IKDR, mais à la fois, elle n'était pas spécifique au génotype marocain. Donc, ce n'était pas une étude marocaine. Maintenant, est-ce que les enfants marocains avec le génotype préférentiel de ces enfants-là allaient causer plus d'atteintes coronariennes avec la COVID? Je peux dire qu'on l'ignore, tout simplement parce qu'on ne l'a pas étudié, mais ça reste très hypothétique. Donc, en fin de compte, je resterai avec, si on en voit plus, peut-être qu'on a découvert plus de Kawasaki avec la prévalence qui va avec, et surtout si ce sont des patients qui se sont présentés un peu plus tardivement que 5, 6, 7 jours, donc 10, 12 jours, etc. Pour la coronarographie, tout à fait. Je pense que c'est toujours le gold standard pour voir les coronaires, hein. Moi, j'en ai fait à n'en plus finir des plus petits aux plus vieux. Et j'y crois toujours. Sauf que c'est quand même invasif. Ça prend de l'anesthésie ou de la sédation profonde chez les plus vieux. Et naturellement, le risque invasif dans les coronaires n'est pas nul, malgré que dans mon expérience d'une vingtaine d'années, j'en ai pas eu un seul incident euh, non prédictible. Donc oui, ça se fait très, très bien pratiquement à tout âge, hein. Naturellement, ça prend l'expérience, savoir choisir ses cathéters, savoir ne pas être occlusif dans la coronaire quand on va injecter. Les gens oublient que la coronaire droite, c'est elle qui nourrit le plus souvent le système de conduction. Donc, le risque de bradycardie intense, de bloc AV est plus élevé que quand on a injecté dans la coronaire gauche, etc. S'il y a des caillots, il ne faut pas déplacer le caillot avec des injections. D'ailleurs, moi, dans toute ma pratique, jeune, vieux, ado, jeune adulte, je n'injectais que manuellement. Je n'utilisais jamais les injecteurs automatiques du colorant dans les coronaires. On a des images magnifiques, pas besoin d'injecteurs, etc. Maintenant, oui, il y a des complications possibles, il y a l'irradiation aussi. C'est pour cela qu'on a beaucoup plus tendance à voir le scanner coronarien. Oui, il y a de l'irradiation, mais il n'y a pas de risque in situ. Et c'est beaucoup plus rapide qu'un cathétérisme cardiaque. Maintenant, ça, c'est pour les coronaires comme tels.
Euh, Si on veut voir la fonction myocardique et la perfusion myocardique, c'est plutôt la résonance magnétique perfusionnelle qui doit être utilisée. Et on dit tout cela, tout dépend de l'expérience locale et personnelle et la disponibilité de tout ce qu'on est en train de dire. Sans oublier que l'échographie est un outil très pratique, très simple à utiliser, mais il y a aussi ses limites d'aller loin dans les corners. On ne peut pas toujours voir les portions distales. Mettre à l'œil sur le fait de vérifier le Doppler couleur et non pas uniquement les dimensions des corners pour voir s'il y a un flot antérograde ou non. Bon, voilà pour cette question. Et tu es d'accord aussi que concernant les indications de la coronographie pour juste aller dans le même sens que de ce que tu disais, ça peut se faire dans le cadre de l'urgence, quand il y a un syndrome coronarien aigu, bien entendu, ça, il n'y a pas de discussion, mais ça peut se faire aussi dans le cadre de la recherche, quand on a recherché une ischémie et qu'on a trouvé soit par un test de stress, une écho de stress, soit par une IRM de stress, soit par une scintigraphie. À ce moment-là, bien sûr, on va aller vers la coronarographie pour étayer un peu plus les images. On a vu les belles images que tu as montrées qui peuvent associer et des anévrismes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des sténoses aussi qui peuvent prédisposer à l'occlusion, à la thrombose. Et c'est ça ce qu'il va falloir peut-être sauver avant d'arriver à la thrombose. Ceci est vrai. On a longtemps aussi euh, agi par excès de protection, d'aller opérer ou stenter des sténoses coronariennes sans même confirmer que c'était ischémique, que c'était avec une diminution perfusionnelle. Maintenant, les choses changent, surtout essentiellement parce qu'on a la résonance magnétique perfusionnelle qui est très quand même, qui est très forte, qui est très reliable, comme on dit, c'est qu'on peut compter là-dessus, mais encore une fois, avec l'œil et les connaissances d'un imagiste de la résonance magnétique, connaît la technique et connaît aussi les subtilités chez l'enfant. Encore une fois, un territoire de l'IVH chez un adulte, c'est grand du point de vue massif, donc résolution visuelle, c'est beaucoup plus facile qu'un enfant de 3 mois ou 6 mois ou 1 an. Et juste des questions rapides, et si tu peux nous donner des réponses courtes, parce que on n'a pas beaucoup l'habitude de faire des tests d'ischémie chez les enfants comme ça, à la recherche d'ischémie. À partir de quel âge on fait, par exemple, une échographie de stress? Alors, alors, on n'a pas un âge spécifique pour faire ces tests-là parce que comme j'ai montré, les patients à haut risque sont ceux avec des Z-scores plus que 10. Et l'infarctus peut être, le taux d'infarctus ou l'incidence est plutôt durant les 2 premières années et les deux ou à 3 mois. Alors, si c'est un enfant d'un an ou de 2 ans, c'est à 4 ans, 5 ans qu'ils peuvent présenter un infarctus. Et pour les patients âgés de 7 ans et plus, le stress écho peut identifier les patients à risque de sténose. Et il ne peut pas montrer des problèmes de perfusion, mais plutôt ça peut montrer la paroi et la fonction du cœur. En fait, pour les enfants âgés de moins de 7 ans, on peut faire le stress écho avec de l'anesthésie générale et de la pharmaco, d'obutamine. Euh, on peut aussi, si le centre a la disponibilité, l'IRM de perfusion, qui nous permet de voir la perfusion et la fonction du cœur. Et on réserve le PET et le SPECT pour ceux qui sont plus âgés à cause de la résolution spatiale et à cause de la radiation. Super. Et vous avez la main facile chez les enfants pour le coroscanner, ou bien est-ce que vous êtes un peu réticent quant à l'irradiation chez les enfants? Alors, pour ceux qui sont à haut risque, on utilise le scan coronarien, en fait, 1 an après la phase aiguë.
Et puis, ça dépend des résultats et de la taille de l'anévrisme. Chaque 2 à 5 ans, on peut répéter ce test. Euh, euh, chez nous, à Sinai, on utilise le CT scan plutôt pour identifier les sténoses et le cathétérisme les procédures, pour les procédures. Mhm. C'est très Oui, clair. justement, je dirais à peu près la même chose que le scan serait utile pour remesurer les dimensions des anévrismes distaux plutôt qu'on ne peut pas évaluer comme il faut à l'écho. À l'écho. Les sténoses, oui, c'est bien utile, mais je dirais depuis qu'on utilise la résonance magnétique avec adénosine, qu'il y ait sténose ou pas, ce qu'on veut, c'est le end organ, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un problème perfusionnel myocardique ou pas. Donc, ça nous évite un peu d'irradiation sur les scans répétitifs. Mais encore une fois, la résolution du scan est supposément excellente, mais ce n'est pas toujours le cas chez les petits. Ils bougent, la fréquence cardiaque est élevée malgré bêta-bloquant et tout. Donc aussi, l'expérience locale est C'est très de grande important. importance. Oui. Et Kenza, on a toujours ce tu as des débat commentaires? entre l'imagerie anatomique et l'imagerie fonctionnelle. Est-ce qu'on veut voir le sténose ou on veut voir l'effet du sténose et ce qui est l'imagerie fonctionnelle? Bien sûr, c'est comme ça qu'on va adopter une attitude de revascularisation ou pas, hein. Kenza, tu as des commentaires? J'ai une question pour tout le monde en fait. Oui. La maladie de Kawasaki est finalement une vascularite multisystémique des vaisseaux de moyen calibre. Alors bien sûr, les coronaires, ce sont les vaisseaux les plus touchés. Après, quand on a ces malades qui ont des anévrismes multiples sur les coronaires, est-ce que il ne faudrait pas commencer à chercher des anévrismes ailleurs? C'est-à-dire faire, je sais pas moi, un angioscanner thoracique, rechercher des anévrismes sous clavier ou quoi. Et ça, c'est une question que je pose. Je sais qu'il y a eu des cas publiés d'anévrismes localisés ailleurs qu'au niveau des coronaires. Et voilà. Très bonne question parce qu'on se la pose tous ensemble. Mais en lisant sur le sujet, finalement, j'ai trouvé une étude japonaise où ils ont fait de façon systématique des angiographies ou des imageries périphériques systémiques et la prévalence est à peu près 15%. Donc, ce n'est pas tout le monde. Certainement aussi, quand on regarde l'âge, plus on est jeune, plus moins qu'un an. D'une part, peut-être que c'est plus fréquent, mais on ne le sait pas trop. Mais au moins, ce qu'on peut savoir, c'est que les vaisseaux, même périphériques systémiques, ils sont plus petits. Donc, le risque secondaire de sténose sur ces vaisseaux-là est beaucoup plus élevé qu'un 18 ans ou qu'un 12 ans qui a des anévrismes sur les vaisseaux distaux. Donc, s'il faut faire un focus sur un tout azimut, faire soit une résonance euh, vasculaire ou une autre sorte de total body scan avec des ultrasons pour les axillaires, les iliaques, etc., avec l'ultrason. Moi, je dirais beaucoup plus chez les tout petits que les vieux. D'accord. Merci. Et puis parce que la plupart de ces anévrismes, euh, on les détecte chez les patients avec des anévrismes géants et les artères sous-clavières sont dans la majorité des cas peut-être affectées. Alors on examine chez ces patients la région axillaire durant le suivi, ce qui est très important. Mhm. Absolument. Merci. Et puis par la suite, bien entendu, c'est l'utilité de suivre ces patients correctement et de les examiner à chaque fois, donc Oui. pour voir s'il n'y a pas des anévrismes ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a donc des questions sur le chat? Est-ce qu'il y a un agent pathogène dans la maladie de Kawasaki? Nadine, est-ce Non. que allez, agis. La raison, là. Bien identifié, non? On n'a pas Sur des- identifié un agent. Je ne pense pas plusieurs qu'on a agents. identifié un agent, tu peux me correcter, mais on sait que c'est quelque chose qui déclenche une surréaction du système chez des enfants qui sont génétiquement prédisposés.
Absolument. Mais on n'a pas identifié un seul agent. Il y avait une étude des, how do you say the winds, the tropical winds, Ah, Najib, parce que je ne sais pas si, des si particules qui se transmettent de la C'est Chine transféré sur le par le globe vent. terrestre. Absolument, Oui, oui. Ouais, tout à fait, ouais. oui. Ce qui mais explique parfois le fait qu'on voit le Kawasaki durant des saisons, certaines saisons aux États-Unis, mais on le trouve dans d'autres pays qui n'ont pas ce décalage où c'est la même saison toute l'année. il y a beaucoup quand même de convictions qui peuvent confirmer sur les virus à ARN qui pourraient être le plus en cause de cela. Il y a des études de post-mortem sur quelques spécimens cadavériques qui supportent ça. Aussi, quand on pense au coronavirus 19, avant le coronavirus 19, il y a eu trois ou quatre coronavirus, que ce soit à New Hampshire aux États-Unis ou un type au Japon ou un type de virus aussi il y a quelques années à Taïwan, où il y a une association entre ça et euh, l'augmentation des nombres de Kawasaki dans ces villes-là. Donc, mais il n'y a pas un seul virus, non. Bon, très bien, le message, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cause directe. Il y a des facteurs environnementaux, des triggers, qui vont peut-être agir sur un socle, peut-être génétique, mais c'est encore à l'étude. C'est ça. Alors, On peut dire que le socle génétique existe puisqu'on voit parfaitement que dans les populations asiatiques, le Kawasaki est beaucoup, beaucoup plus fréquent. absolument, oui, oui, ça c'est indicatif, oui, c'est tout à fait indicatif. Alors, il y a une question alors, est-ce que l'anévrisme du septum interauriculaire, alors, est-ce que ça peut être une complication du Kawasaki? Je ne pense pas. Qu'est-ce que tu en penses, Nadine? Pardon, j'ai pas compris la question. Bon, il y a un auditeur qui nous demande, est-ce que les anévrismes, les ASIA, les anévrismes du septum interauriculaire, est-ce que ça fait partie des complications du Kawasaki? Euh, de l'artère, de l'IVP, Non, non, pas l'IVP, non. du Septum septum, interoculaire. De la communication entre les deux oreillettes. Non, bon, interatrial, interatrial septum. non, non, J'ai- ça c'est, il faut lire ce que c'est. Ça c'est, on a dans le septum interoculaire la fosse ovale qui peut être petite ou grande et le ah, septum primum qui ah, est la membrane qui va colmater et donc ok, parfois il est anévrismal, mais ça c'est un effet simplement et purement mécanique ok, entre une membrane fine qui peut être lâche et ça, mais ok, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une vasculite. Non. ok. Et puis, il y a Amel Bendali qui vous remercie infiniment pour ces deux présentations qui étaient Avec excellentes. plaisir. Quels conseils pratiques pour s'entraîner à bien dégager les coronaires en échographie, Nadine? Quels sont les conseils pour s'entraîner? Est-ce qu'il y a Pour- des maquettes de simulation? Est-ce qu'il faut lire sur ça et travailler sur les patients? Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Voilà. Euh, il y a, et je, peut-être qu'il y a des simulations, mais on n'a pas, chez nous, à Sinai, on n'a pas accès à ça. Et les simulations sont plutôt pour les cas congénitaux. Et je ne pense pas qu'il y a des simulations pour les coronaires. Ça, c'est une très bonne idée, mais il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il faut toujours faire attention euh, à ces coronaires, à optimiser les images et, euh, et si on ne visualise pas quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un anévrisme. On doit essayer et réessayer. Moi, je dirais ce qu'on a fait le mieux dernièrement dans nos meetings de Kawasaki Kaorabi, on fait des workshops, dans des Ah oui. hands-on sur des coronaires, sur des patients avec ou sans coronaire, avec Nadine qui mène ces workshops. Et c'est bien de les organiser, mais aussi d'y assister. On essaiera de les faire. Juste pour remettre les idées, il nous reste 2 minutes pour remettre les idées un petit peu au clair, Nadine et Najib. Un patient qui fait un Kawasaki. Le message clé, c'est qu'il faut le mettre le plus rapidement possible sous
l'immunoglobulines par voie IV et on va surveiller la fièvre. OK? On le Jusqu'à garde jusqu'à la fin de la fièvre, 24 heures à récurrence. Oui, La Kenza? récurrence est très très rare. La récurrence du Kawasaki existe, mais elle est très rare. Et si je ne me trompe, elle est de l'ordre de 1 à 2% sur l'ensemble des patients. Donc moi, j'en ai vu Adulte. deux dans toute mon expérience et j'ai dû faire une lecture en ce sens et c'est extrêmement rare. Merci infiniment, Kenza. Et puis une dernière question. Est-ce que vous avez une expérience avec les AOD chez, je ne parle pas des grands enfants, les AOD chez les adolescents et les grands enfants, enfin les adolescents avec un gabarit d'adulte, je pense que ça ne pose pas de problème. Mais chez les enfants, est-ce que vous avez une expérience? On a commencé à utiliser les AOD chez les enfants. Dans notre centre, le plus petit, maintenant, on l'a commencé à un an et demi. Il y a des études qui nous montrent les doses qui sont spécifiques pour l'âge du patient et le poids du patient. Ces doses, c'est spécifique. Et puis, notre collègue en Et hématologie. excuse-moi Nadine, au sein de votre hôpital, vous faites des préparations spéciales, Non, par non, exemple c'est si on pas, non, prend non, c'est les pharmacies. On utilise la Pixaban. Il y a aussi l'Edoxaban qui a été utilisé dans les mais si patients on de prend par Kawasaki. exemple la Pixaban qu'on a au Maroc, vous Mhm. faites des dosages spécifiques, vous faites des préparations pour les enfants? Euh, Pas dans notre hôpital, pas dans notre hôpital, mais on a des pharmacies spécialisées qui font ces formulaires spécifiques pour les enfants. Et notre collègue en hématologie nous aide à commencer des patients pour commencer les AOD ou pour euh, 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 to transition, pour transitionner les patients Absolument. de l'héparine Séparés. au AOD. OK. Ben écoutez, on est à l'heure, on est vraiment navré parce qu'il y a encore des questions sur le chat, mais malheureusement, on va devoir arrêter. Merci beaucoup à toute l'assistance qui était nombreuse ce soir. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Encore une fois, un grand merci. Et puis, je voudrais remercier infiniment nos amis et nos experts, euh, professeur Shwetar Nadine de l'hôpital Mount Sinai de New York et le docteur Najib Dahdah de l'hôpital Saint-Justine à Montréal, au Canada, et notre ami le professeur Kenza Bouayyad, professeur de pédiatrie au CHU de Casablanca. Vous étiez juste magnifique. Je pense, j'espère que ça va être un débat et un sujet, un webinaire qui peut être consulté par beaucoup de personnes à travers le monde francophone. Encore une fois, un grand merci. Merci beaucoup, Younes, qui a assuré ce webinaire et au prochain cours de la MP2C. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci à Merci. tout le monde. Merci, au revoir. Bonsoir. Merci. Bye.